Bien, on propose que l'on commence. C'est pas arriver les derniers journalistes pour que je voudrais simplement d'abord vous remercier pour les conditions un peu particulières d'organisation de cette conférence de presse, puisqu'il était convenu dans un premier temps que je fasse une conférence de presse pour présenter la note scientifique qui devait être adoptée ce matin et sur laquelle il n'y avait pas de problème particulier jusqu'à ce que l'on entre en séance. Et je vous précise aussi que le document qui était en préparation, que certains ont déjà eu en off, sera bien sûr diffusé, que je me tiendrai à votre disposition. Je suis un peu gêné parce que je pourrais commenter ce qui s'est passé ce matin, mais je pense qu'il est aussi important de vous dire, en quelque sorte, quels étaient les éléments, peut-être de façon plus succincte que ce que j'aurais fait si c'était une conférence de presse de l'OPEX, parce que là, c'est une conférence de presse de Michael Weber, rapporteur d'une note scientifique sur les impacts environnementaux et sanitaires de l'acétamipride. Mais sachez que 80% de ce que je vais vous dire correspond à ce qu'il y a dans le rapport et que 2 sur 3, ce rapport a été rédigé avec mon collègue député Aymeric Salmon, député du Rassemblement national. Je pense que c'est important de le rappeler. D'abord, je voudrais rappeler, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'OPEX, de quoi il s'agit. C'est un organisme commun à l'Assemblée nationale et au Sénat qui a pour but de donner un éclairage scientifique au législateur sur différents sujets et de lui permettre de prendre des décisions se basant sur des faits validés par la science. La note scientifique que j'aurais dû vous présenter est une saisine en septembre 2025 de l'OPEX par la présidente de la Commission des affaires économiques de l'époque, Aurélie Trouvé, pour étudier, je cite, les risques sanitaires et environnementaux liés à l'usage des produits néonicotinoïdes dont l'autorisation doit être réexaminée par les autorités européennes au cours des prochaines années. Concrètement, cette étude visait l'acétamipride, seule substance de cette classe encore utilisée dans l'Union européenne mais interdite en France. Notre note scientifique portait donc exclusivement sur l'acétamipride, même si elle évoque rapidement les impacts des 2 autres substances, le sulfoxalor et le flupiradufirone, c'est pas toujours simple à dire, qui ne sont pas des néonicotinoïdes, mais qui ont des modes d'action identiques. Pourquoi avons-nous donc choisi d'en parler? D'abord parce qu'à l'instar de l'acétamipride, ils sont interdits en France, mais utilisés dans d'autres pays de l'Union européenne. Ensuite, parce qu'entre-temps, nous avons eu connaissance de la nouvelle proposition de loi de mon collègue sénateur Duplomb, proposant d'autoriser l'utilisation de cette substance pour enrober les semences de betterave. Et il nous a paru important d'informer les parlementaires sur les effets de cette substance. Les impacts des néonicotinoïdes sur l'environnement et sur les pollinisateurs constatés à la suite de leur utilisation massive ont conduit les autorités européennes à restreindre ou interdire l'utilisation de ces substances à partir de 2013. En France, la loi interdit les produits à base de néonicotinoïdes ou ayant des modes d'action identiques à compter du 1er septembre 2018. Quelques interrogations à cette interdiction ont été prévues jusqu'en 2020, étendues par les semences de betteraves sucrières jusqu'en juillet 2023. Dans les autres pays de l'Union européenne, l'acétamipride reste autorisé jusqu'en 2033 comme insecticide. Il est utilisé essentiellement en traitement foliaire pour lutter contre les insectes suceurs, notamment pour la culture de la betterave sucrière, des agrumes, des pommes, des tomates, de divers légumes, de la vigne, des fruits à noyaux ou des noisettes. Néanmoins, un nombre croissant d'études scientifiques montrent les impacts environnementaux et sanitaires extrêmement préoccupants de l'acétamipride. En ce qui concerne les impacts environnementaux, il faut d'abord être conscient de la contamination généralisée de l'environnement et de la biodiversité par l'acétamipride. Les voies d'entrée de l'acétamipride dans l'environnement sont multiples. Lors de sa pulvérisation, une partie du produit se répand dans le sol, puis lessivée par les pluies et transportée vers les cours d'eau et les nappes phréatiques. Une autre partie se disperse dans l'air et se dépose dans des zones plus ou moins proches, contaminant les sols, les plantes non ciblées, les points d'eau. De l'acétamipride a ainsi été mesuré dans les champs, dans les eaux de surface du monde entier, dans les nappes phréatiques, dans les eaux de pluie et dans l'air. Comme je l'ai dit, le caractère systémique de l'acétamipride lui permet de pénétrer dans tous les tissus végétaux. Une étude suisse a détecté la présence dans 41% des plantes cultivées en conventionnel, dans 37% des plantes cultivées en bio et dans 50% des jachères bio, alors même que l'usage d'acétamipride est interdit en agriculture biologique. Des résidus d'acétamipride ont également été détectés dans le nectar, le pollen, le miel, ainsi que dans les fruits et les légumes. La rémanence de l'acétamipride s'explique par sa persistance dans les sols, mais surtout dans l'eau. La Commission européenne a d'ailleurs classé cette substance comme très persistante. L'acétamipride et certains de ses produits de transformation se caractérisent par une mobilité élevée qui, combinée avec une grande solubilité, accentue le risque de présence généralisée
dans les eaux souterraines, les rivières et les lacs. J'en viens aux effets de l'acétamipride sur la biodiversité. Pour plus de clarté, cette note que nous avions préparée distinguait les effets de l'acétamipride sur la biodiversité terrestre et la biodiversité aquatique. Au sein de la biodiversité terrestre, nous nous sommes intéressés aux pollinisateurs, aux autres invertébrés, aux oiseaux et aux mammifères. Il y a quelques remarques en ce qui concerne les effets sur les pollinisateurs. Je rappelle qu'à l'exception de l'acétamipride, tous les autres néonicotinoïdes, le clothianidine, l'imidaclopitre, ont été interdits par la Commission européenne en raison de leurs effets nocifs sur les pollinisateurs. À l'issue de notre étude, il apparaît que l'acétamipride est peut-être moins toxique en absolu pour les pollinisateurs que les autres néonicotinoïdes. Elle a néanmoins des effets sublétaux fort préoccupants sur ces derniers, tels que la réduction de leur durée de vie dès leur exposition à l'acétamipride, à une concentration supérieure, de la détérioration de la mémoire olfactive et de la capacité cognitive, l'altération de la capacité de butinage et de la mobilité, la moins bonne régulation de l'expression des gènes en lien avec l'immunité et la désintoxication, ce qui compromet le développement des larves d'abeilles. Nous avons également constaté que l'acétamipride a des impacts négatifs sur d'autres invertébrés terrestres, particulièrement utiles à l'équilibre des écosystèmes, que ce soit les araignées, les coccinelles, les fourmis, les vers de terre. La note montre également que les oiseaux sont largement exposés à l'acétamipride, comme en témoigne sa présence dans les plumes. Or, l'acétamipride serait le néonicotinoïde le plus toxique pour les oiseaux après l'imidaclopride. Les néonicotinoïdes ont également un effet indirect sur les oiseaux en réduisant leurs ressources alimentaires, en particulier sur les oiseaux insectivores. J'en viens aussi aux effets sur l'acétamipride sur les mammifères. Vous imaginez qu'il y a aussi, de ce point de vue-là, un lien, ainsi que sur la biodiversité aquatique. Et on sait que sur les eaux de surface, eh bien, cela a été plusieurs fois documenté. J'en viens aux impacts sanitaires, notamment direct sur l'homme, qui sont triples par ingestion. Dans la note, nous citons une étude menée aux États-Unis qui a constaté que 46% des cerises, 30% des pommes, 24% des pois contiennent des résidus d'acétamipride. Une autre étude qui a été révélée sur des échantillons en Turquie, notamment, avec 1423 échantillons de fruits. Une étude japonaise en 2016, portant sur 373 adultes, qui a constaté là aussi une exposition générale. Les autres voies d'exposition sont par inhalation et par voie cutanée. Les études scientifiques posent le constat préoccupant d'une présence de l'acétamipride dans tout le corps humain. Concrètement, elle et ses résidus ont été retrouvés dans le sang, l'urine, les cheveux, le sperme, le lait maternel, le liquide folliculaire. Sa capacité à traverser le placenta et à franchir la barrière hémato-encéphalique, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, a été démontrée. Il y a aussi un potentiel neurotoxique préoccupant, je dis bien préoccupant, pas pour ce qu'il en est. Les signaux préoccupants sur le potentiel toxique de l'acétamipride sur le neurodéveloppement ont été identifiés dès le début du processus d'évaluation réglementaire par l'EFSA en 2013 et soulignés de nouveau en 2024. Je cite l'EFSA: l'analyse de l'ensemble des données a révélé l'existence d'incertitudes majeures concernant les propriétés de neurotoxicité développementale de l'acétamipride. Il est donc nécessaire de disposer de données supplémentaires pour parvenir à une compréhension mécanistique plus solide, permettant ainsi une évaluation appropriée des dangers et des risques. Donc, je cite l'EFSA, c'est important. On aura peut-être des questions à ce sujet-là par la suite. Sans l'avoir auditionné. Sans avoir l'auditionné et en reprenant l'ensemble de ces... C'est juste un commentaire, mais je pense que je fais une conférence de presse. C'est monsieur Guénois ici présent. C'est une conférence de presse de l'OPEX, ce n'est pas LVB. Non, c'est une conférence de presse. Non, mais moi, je suis vraiment très contrarié parce que l'invitation est partie au nom de l'OPEX. Ah, pas du tout. Et bien sûr que si. Tous les journalistes qui sont présents, je les ai eu au téléphone, Michael. Mais non, mais pas du tout. Tous les journalistes qui sont présents ont été invités par le président et le premier vice-président de l'Office. Mais bien sûr que si. C'est pas le même. Mais bien sûr que si. Mais arrête cette hypocrisie, bien sûr que si. Je te mets au défi. C'est des méthodes qui sont absolument déplorables. J'ai eu l'occasion de le dire ce matin. On tiendra les conséquences et nous le ferons aussi. Tout à fait. La conférence de presse. Eh bien, dans ce cas-là, ça ne se passe pas dans ce cadre-là. D'ailleurs, tu cites la note, et c'est la note de qui? C'est la note de Michael Weber? J'ai dit que c'est un projet de note. Ah non, tout à l'heure, tu as entendu, tu as dit la note. Tel que je l'aurais voulu la présenter. C'est une note de l'OPEX, ça n'a pas à être ici. Je suis désolé. Tu fais ça, tu fais une conférence de presse dans un café, dans ta permanence parlementaire.
mais pas au sein du Sénat, en représentant Je pense que cette salle n'est pas la propriété de la majorité sénatoriale. Bien sûr que non, mais elle est à l'image de l'Office. Je peux parler plus fort encore. Moi aussi. Voilà, pas de problème. Donc, je précise que le lien que j'ai envoyé, c'est un lien personnel. Pas du tout. Bien sûr pas du tout. Mais bien sûr que si. Pas du tout. Stéphane, c'est incroyable. Pas du tout. Mais regarde le lien. Si tu veux, je te donne des journalistes, si tu veux, qui vont te dire le contraire. Les journalistes qui sont présents le savent bien. Moi, j'ai la liste depuis ce matin. Le lien. Bien sûr que non. Je leur ai envoyé le lien par WhatsApp ce matin. Ce n'est pas le lien officiel. Bien sûr, c'est pas le même lien, mais c'est le même corpus. C'est pas le même lien, tu parles. Moi aussi, c'est le même lien, c'est pas le lien. Non, c'est la même invitation. C'est le lien que j'ai envoyé. J'ai envoyé ce matin. La liste des journalistes qui ont été invités par l'Office. En tout cas, moi j'ai envoyé ce matin un lien aux journalistes. Mais on s'en fout. En leur disant, non, on s'en fout pas. Bien sûr que si. Parce que c'est pas exactement ce que je peux changer un lien comme tu veux. J'ai envoyé un lien Zoom ce matin à. Oui, mais je suis d'accord. Un lien Zoom, je peux t'en faire un dans la minute si tu veux. À 13h, que je tenais une autre conférence de presse à 14h à titre personnel. Mais à titre personnel, ça n'est pas le cas. Parce que d'ailleurs, tu évoques une note. Est-ce que Michael Weber fait à titre personnel une note? Simplement non. C'est une note qui fait référence à l'Office. En tant que président de l'Office, je m'inscris en faux. Je suis désolé. C'est possible, mais en tout cas, je continue. Je continue à râler et à dire que tu n'as pas à faire cette conférence de presse avec le panel de journalistes qui ont été invités par le président et le premier vice-président de l'Office. Je suis désolé. J'ai invité moi-même. Ce sont des méthodes déplorables. Je regrette que tu utilises ces méthodes-là qui sont dans une autre assemblée qu'on dénonce et que tu importes au Sénat. Je trouve ça déplorable. Parce que ce que je trouve déplorable, c'est que M. Piednoir, ici présent, a discuté comme président de l'Office. Comme président de l'Office hier soir avec sans doute le rapporteur et le président, avec le représentant du Sénat, qui n'a pas jugé utile de consulter le rapporteur, le co-rapporteur, celui du Sénat. De même que les co-rapporteurs ne sont pas invités à lire la note précédemment. Si, la note a été diffusée auprès des services de l'OPEX le 24 et que les journalistes ont été invités à la conférence de presse dès le 24 avril dernier, avant que la conférence de presse soit invitée, et que ce matin, j'apprends en réunion qu'il y avait un problème. On s'est croisés à plusieurs reprises hier. Il n'y avait absolument pas de discussion à ce moment-là, si ce n'est sur la conférence de presse où tu émettais des doutes, mais tu n'as pas demandé à ce qu'il y ait des compléments d'information sur la note, des compléments d'études et des compléments d'audition. Ça allait de pair. Mais non, ça n'allait pas de pair. Je comprends ce qu'on me dit clairement. Pour les préconisations, il n'y avait aucun débat, il y a eu consensus. Tous les membres de l'Office étaient d'accord pour adopter les préconisations. En revanche, l'écriture de la note, on demande à ce qu'il y ait une nouvelle rédaction. Ce que vient de dire M. Stéphane Piednoir est tout à fait intéressant, c'est que tous les membres de l'Office, que le rapport a été co-rédigé avec un député Rassemblement national, que nous avons fait 4 propositions de recommandations sur cette note scientifique qui ont été validées jusqu'à hier soir, que ce matin j'arrive en séance à l'OPEX et que l'on me dit qu'en l'état ce n'est pas acceptable. C'est faux, les préconisations que ce n'est pas acceptable et que l'on demande à la et que l'on demande d'auditionner l'EFSA en complément, que l'on demande ce matin, oui, il sera diffusé, et que l'on demande les préconisations qui sont en jeu, et que l'on demande l'audition de l'EFSA. Les préconisations qui sont en jeu, c'est la rédaction de la note, c'est pas pareil. Le premier vice-président ce matin a dit lui-même qu'en l'occurrence, il constatait que les recommandations étaient faibles. On le verra effectivement dans le compte rendu de la réunion, et que de surcroît, il a été proposé d'avoir des éléments chiffrés. Je rappelle que dans les notices, dans les notes de bas de page, il est fait référence à d'énormément de références chiffrées, qu'il y a eu 80 études qui ont été compilées, qu'il y a eu des scientifiques qui ont été auditionnés, plus de 20, qu'on a vu le monde agricole, on a vu des agriculteurs sur place, sur le terrain. Ça ne paraît pas dans la note. Bien sûr que si. Aucune mention d'agriculture dans la note. Et que de surcroît, ces éléments d'évolution, ou que l'EFSA, que j'ai proposé ce matin, qu'on adopte le rapport et qu'on fasse une audition public de l'EFSA, ce qui m'a d'ailleurs pas été accordé non plus ce matin. Si, bien sûr que si. Ça n'a pas été à aucun moment. T'es parti assez précipitamment. Non, et après il y avait une autre audition après. Exactement, il y a une autre audition après. Travailler, ce qu'on peut imaginer. Et à la fin de la réunion, on dit OK pour l'audition publique de l'EFSA sans aucun problème. Il y a eu une autre audition après. Tu n'étais plus là. Et que, comme par hasard, il était accepté qu'il y ait une audition publique de l'EFSA qui soit faite par la suite. C'est quand même étonnant. On peut parler de l'EFSA, si vous voulez, parce que sur ce que dit l'EFSA à plusieurs reprises, notamment sur les chiffres et la volonté de revoir, on peut le dire, sur les questions qui sont liées à l'EFSA. Il est intéressant de remarquer que si l'autorisation de l'acétamipride a été confirmée en 2018, elle s'est régulièrement accompagnée de réserves de la part de l'EFSA. L'autorisation de l'acétamipride a été confirmée à plusieurs reprises, autorisée une première fois en 2004 par la Commission européenne. Son autorisation a été renouvelée en 2018 jusqu'en 2033 à la demande introduite par la France en 2020 pour interdire la vente et l'utilisation de l'acétamipride n'a pas modifié la position de l'EFSA sur cette substance. Néanmoins, elle a relevé, la même EFSA
à plusieurs reprises certaines incertitudes dans l'évaluation des risques de l'acétamipride sur son potentiel neurotoxique et sur ses éventuelles propriétés perturbatrices du système endocrinien. Ainsi, des signaux préoccupants sur le potentiel neurotoxique de l'acétamipride ont été identifiés par l'EFSA, toujours. Sur les propriétés perturbatrices du système endocrinien de l'acétamipride, l'avis de l'EFSA publié en 2016 précisait qu'aucune évaluation des effets sur le système endocrinien fondée sur les critiques d'identification des substances ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien était disponible. Dans l'avis de l'EFSA de 2022, le groupe scientifique sur les produits phytopharmaceutiques a recommandé de mener une telle évaluation. Et si l'EFSA n'a pas interdit l'acétamipride dans son avis de 2024, elle a fait 3 recommandations afin de renforcer la protection des consommateurs exposés à l'acétamipride, de ramener la dose journalière admissible à la dose aiguë de référence, divisée par 5, je le rappelle, par rapport au seuil recommandé, modifier la définition des résidus pour l'évaluation des risques dans les cultures à feuilles et les cultures fruitières en incluant le métabolite N-desméthylacétamipride et de réduire les limites maximales de résidus pour 38 produits agricoles. Et j'ajoute que la Commission européenne a mandaté, pas plus tard qu'en 2025, l'EFSA pour analyser les perturbations endocriniennes et la neurotoxicité développementale de l'acétamipride, éléments ayant jusqu'à présent pas fait l'objet d'évaluation dans les avis d'autorisation et de renouvellement de la substance. On ne peut pas dire qu'en l'occurrence, il n'y a pas eu de références qui ont été faites à. Parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas eu d'audition. Non, effectivement. Les mots d'un sens. Oui, bien sûr. Je reconnais que les mots d'un sens. Je ferai juste. C'est factuel. Mais j'ai pas de. C'est factuel. J'ai pas d'opposition à. Je dis pas le contraire. Hein. Je dis pas le contraire non plus. Bon. L'EFSA fait des recommandations à l'Union européenne. L'EFSA n'a pas la main sur la gouvernance de l'Union européenne. Donc, elle fait des remarques tout à fait plausibles. J'invite M. Plénoir à faire. C'est pas elle qui décide. J'invite M. Plénoir. Et je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises, aussi bien là, à l'instant, lors de la conférence de presse, que de ce matin, que ce n'était pas elle qui décidait. Et que justement, je trouve que c'est assez curieux de dire ceux qui reprochent par ailleurs de faire de la surtransposition et de faire référence à l'Europe en permanence, qui là prennent le prétexte d'auditionner l'EFSA pour avoir une note scientifique. Je trouve ça un tout petit peu cavalier, mais je pense reconnaître les méthodes. Et donc, je dis juste qu'il était prévu dans ce rapport que j'aurais souhaité voir adopté, dans cette note, effectivement, dans cette note scientifique que j'aurais souhaité voir adoptée, je pense, et qui a été travaillée avec, encore une fois, un député du Rassemblement national, qui a lui-même validé ces recommandations. Je voudrais juste dire qu'il y avait une recommandation. Les recommandations ne font pas débat, Michael, tu le sais. Alors c'est bon, donc je peux les évoquer. Les recommandations, oui, c'est vrai. J'ai les auditions de ce matin, j'ai le enregistrement vocal, ça n'est jamais les recommandations qui ont été mises en cause. Donc je peux les évoquer. Les recommandations qui ont été faites, si je rappelle que le premier vice-président a dit qu'elles étaient faibles. La première, c'était de compléter, c'est vrai. La première, c'était de compléter l'évaluation réglementaire des pesticides actuels au niveau de l'Union européenne par une évaluation systématique des effets des pesticides sur la biodiversité reflétant la réalité de l'exposition. La deuxième, c'était de généraliser au niveau de l'Union européenne des systèmes de surveillance phytosanitaire a posteriori des pesticides pour analyser leurs impacts environnementaux et sanitaires. La troisième, c'était d'investir massivement dans la recherche et les filières pour développer des stratégies alternatives de protection des cultures. La quatrième, c'était de mettre en place des systèmes assurantiels efficaces pendant le laps de temps où les agriculteurs se trouvent sans alternative efficace. Voilà ce qu'il y avait dans un projet de note scientifique de ce matin qui a fait l'objet d'un débat relativement long et qui s'est fini qui n'a pas été adopté par 6 voix contre 6 lors du débat que nous avons eu ce matin. Voilà. La décision a été prise, non pas de ne pas adopter ce rapport, puisque en fait, on a une obligation légale. C'est une saisine de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Donc, l'OPEX produira cette note. C'est un engagement et c'est une obligation. En revanche, en l'état actuel de la rédaction, c'est exactement ce qui a été dit ce matin. Bien sûr que si, c'est ça qui a été dit. Ce qui a été dit ce matin, bien sûr que si, Michael. Bien sûr que si. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Le président Plénoir a dit ce matin. On va être assez fidèle à ce de dénaturer à ce point-là. Stéphane, tu peux pas manipuler comme ça l'OPEX. J'ai dit, et je suis pas certain que l'OPEX produira cette note, mais pas en l'état de cette rédaction, et éventuellement avec d'autres auditions, mais ça, c'est au co-rapporteur d'en décider, c'est pas à moi. Exactement, c'est exactement ce que je dis. En revanche, la rédaction, ça engage l'Office, et quand on vote une note ou quand on vote un rapport, les co-rapporteurs ne sont pas plus légitimes que l'ensemble des membres de l'Office. Ils ont la même légitimité. Chacun a le même droit de vote, une voix par personne et pas de procuration. Est-ce que vous voulez prendre des questions Oui, on va peut-être prendre des questions. Non, mais je tiens à dire qu'on respectera nos obligations. Mais en revanche, il a bien été dit par le président ce matin aussi qu'il y avait effectivement, c'était selon la volonté des co-rapporteurs de mener des auditions supplémentaires. Je m'en suis mené.
Est-ce que j'en suis mêlé de ces auditions? Non, pas du tout. Ok. On a une question notamment de Marianne Hainaut, TF1. Pourquoi la note a-t-elle été rejetée, notamment par son co-rapporteur? Merci. Il faut lui demander. Je pense qu'il a. Enfin, je ne sais pas moi de répondre. Hein. Effectivement, je ne peux pas. Encore une fois, la note n'a pas été repoussée. Elle n'a pas été annulée. Elle a été repoussée. Elle n'a pas été votée. Non, non, c'est pas vrai. Il a été dit ce matin. Il y a deux propositions qui sont faites. Est-ce qu'on fait un vote sur la note ou est-ce que les rapporteurs sont d'accord pour reporter son examen après audition de l'EFSA et avec d'autres éléments chiffrés? C'est exactement ce qui a été proposé. Pas du tout. Je t'ai dit textuellement, Michael, est-ce que tu considères les propos que nous venons de tenir, le premier vice-président et moi-même, est-ce que tu prends en compte ces observations et ces remarques d'exigence de rédaction de la note? Oui ou non? Et dans ce cas-là, c'est le travail des co-rapporteurs qui s'enclenche et on ne procède pas à un vote. Donc, et j'ai dit non, je préfère qu'il y ait un vote. Exactement. Exactement. Et j'ai dit je pense que quand on a. Et donc, dans ce cas-là, on est passé au vote. Et donc, je pense que quand on a 80 références scientifiques, qu'on a 80 références scientifiques, qu'on a fait état de l'ensemble de ces éléments, y compris de l'EFSA, etc. Mais c'est ton point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Et au sein de l'Office, c'est pas le point de vue c'est le point de vue de la moitié, puisque ce matin. De la moitié des présents, tout à fait. Ça s'appelle la démocratie. Une autre question. À part l'EFSA, prévoyez-vous d'autres auditions de Charlotte Murat et Bras? On attendra ce que dira l'OPEX. Moi, je ne me mets pas des auditions. Donc, non plus, pour l'instant, on n'a pas réuni les co-rapporteurs et on n'a pas décidé. Et on n'a pas décidé. Et on n'a pas décidé de poursuivre le travail ou pas. Très bien. Pouvez-vous nous donner le détail des votes? Quels groupes politiques ont voté pour et contre? Est-ce qu'il est fréquent pour l'OPEX il se prononce contre la publication d'une note scientifique du média Le Vert? Très grand nom. C'est arrivé une autre fois sous la présidence de Cédric Villani pour une note sur l'huile de palme. Et là, les rapporteurs avaient accepté, non pas de passer au vote, mais de reporter l'adoption de la note en prenant en compte les observations du président de l'Office à l'époque, Cédric Villani. Il y avait du vote contre alors. Non, parce que les rapporteurs ont eux-mêmes décidé. C'est la seule fois où il y a eu un vote contre alors. Et c'est la seule fois que les co-rapporteurs n'ont pas accepté de reporter la note. En fait, on peut le dire aussi comme ça. Contre pour une note scientifique. Vous êtes qui exactement, monsieur? Le collaborateur de Michael Levert, mais je trouve ça. D'accord. Tellement énervant. On prend les questions des journalistes. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, merci. Et donc, qui a voté contre cette note? 6 présents, premier vice-président, les présidents et 4 députés. De quel groupe politique? Des groupes RN, du groupe du co-rapporteur avec Michael. Groupe RN, Horizon, LR a voté contre. De l'AFP, comment expliquer cette annulation soit annoncée aux journalistes à la dernière minute? L'invitation a-t-elle été envoyée de manière trop précoce alors que le vote de l'Office n'était pas assuré? Moi, je n'ai pas fait l'invitation, donc je laisse celui qui vous a invité à la première conférence de presse répondre. Je le crois. C'est d'ailleurs une leçon pour les autres notes et rapports. On n'a pas à convoquer une conférence de presse en présupposant que la note ou le rapport va être adopté par les membres de l'Office. Enfin, dans ce cas-là, on ne fait pas de réunion. Hein. Enfin, on dit les co-rapporteurs produisent un rapport, produisent une note, dont acte, et vous l'acceptez en l'état ou pas. Non, donc on reviendra là-dessus et on ne convoquera plus de conférence de presse le jour même de la présentation des notes ou des rapports. Pour l'instant, pas d'autres questions. Alors, c'est une question pour le président de l'Office. Voilà, la rédaction posait-elle problème? Moi, je peux m'exprimer. Hein. Moi, j'ai dit clairement, d'abord que, je pense que tu l'as précisé, en aucun cas, je ne dirais que l'acétamipride est un bon produit pour la santé. Il faut que les choses soient claires. On n'est pas en train de se servir ça en cocktail entre amis. C'est d'ailleurs ce qu'on lui demande, c'est d'être actif, d'être un produit actif. Donc, évidemment qu'il est actif. Deuxièmement, moi, je suis un matheux. J'aime bien quand on fournit des notes scientifiques, quand on parle de mesures, quand on parle de présence, de résidus. J'aimerais bien avoir des chiffres en face. J'aimerais bien qu'on sache à quel taux. Est-ce que ce sont des milligrammes, des nanogrammes par mètre cube, par kilo de terre, etc. Ça n'apparaît pas dans la note. OK, dans les 14 pages de référence, probablement qu'il y en a. Mais il faut dire que les 14 pages de référence, ce sont des articles de recherche qui, pour la plupart, ne sont pas accessibles au grand public. Il ne faut quand même pas oublier de le dire, ça. L'Office a les moyens de se produire de ces rapports, de ces travaux de recherche, mais le commun des mortels n'a pas accès à ces travaux-là directement. Il faut les acheter, concrètement. Donc voilà, donc moi j'ai demandé à ce que, on objective
avec des chiffres, que l'on fasse référence peut-être aussi aux pratiques des agriculteurs qui ont changé dans les dernières décennies. Qui peut prétendre qu'aujourd'hui, un agriculteur en 2026 utilise les mêmes doses, utilise les mêmes produits qu'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans? Personne. Honnêtement, personne. Donc, avec la demi-vie de l'acétamipride qui est entre 40 et 80 jours selon les estimations, on peut penser que certains des produits, certaines des mesures qui ne sont pas quantifiées dans le rapport, dans la note, résultent de pratiques plus anciennes et pas de pratiques en cours. Donc les agriculteurs reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont fait des bêtises par le passé. J'ai aucune difficulté à dire ça. Maintenant, j'aurais aimé qu'on dise les pratiques des agriculteurs ont évolué. Ça n'apparaît pas. Il n'y a pas de nuance sur ce sujet-là. Donc voilà pourquoi, moi, à titre personnel, mais ça n'engage que moi, ça, ce que je viens de dire. Ça n'est pas l'avis de l'ensemble. Je ne peux pas prononcer pour les 6 qui ont voté contre. C'est mon avis personnel. C'est ce que j'ai exprimé ce matin en séance de l'Office, de la même manière. Donc, simplement, je précise qu'en effet, dans la note proprement dite, il n'y a pas les chiffres qui apparaissent, mais qu'ils apparaissent dans les notes de bas de page. Dans les renvois des références d'études scientifiques, il y a des éléments qui sont chiffrés, à peu près la moitié sur les 140 notes de bas de page. Donc ça, c'est quand même, je pense que quand même, quand on lit un rapport scientifique, une note scientifique, on est capable d'aller regarder dans les bas de page et dans les références aux études. Et puis, pour ce qui est des changements de pratique, bah oui, je pense qu'il y a effectivement des changements de pratique, mais je rappelle le titre, c'était pas une note sur les impacts environnementaux et sanitaires de l'acétamipride et la transition agricole, c'était une note sur les impacts environnementaux et sanitaires de l'acétamipride. Je cherche à comprendre d'où ça vient quand même. Ah ben, c'est pas moi qui ai demandé le titre de cette note quand même. Non, c'est la commission. Oui, commission des affaires. C'est même pas. Exactement. Donc j'y suis pour rien. Si effectivement on m'avait demandé de faire avec mon co-rapporteur une étude sur l'acétamipride plus le changement des pratiques agricoles, on l'aurait fait. De même qu'on n'a pas demandé dans le titre de la saisine de nuancer les rapports de l'EFSA. Et pourtant, c'est dans la note. Je crois qu'il y a d'autres questions. Une question de Madame Delaporte. Pensez-vous que ce recul correspond à la volonté de ne pas nuire au débat de lundi à l'introduction d'amendements de l'article 2 de la loi d'urgence agricole en faveur des néonicotinoïdes? Merci. Moi, j'en suis persuadé. Moi, je suis persuadé du contraire. Enfin, en tout cas, à titre personnel, c'est absolument pas ce qui motive. Écoutez, monsieur, soit vous adoptez une attitude correcte par rapport à moi, soit ça va vraiment mal finir. Oui, bah, très bien. Je garantis. J'aimerais bien voir ça. Ouais, vous allez commencer par sortir. Stéphane, non, Stéphane, non. C'est pas acceptable. Ah, mais t'as vu comment il te paye ma tête? C'est pas le chef ici. Bah, lui non plus. Bah non. Alors, il se paye pas ma tête, c'est tout. Il se paye pas ma tête. Faites-le rentrer, s'il vous plaît. Non. Si. Il n'a pas ici à venir Alors, en conférence de presse faire le chef. Je ne fais pas le chef. Ah, si, quand Je même. dis juste que si c'est une conférence de presse de l'OPEX, il y a un gros problème déontologique. Il n'y a pas de conférence de presse. Il y a un gros problème déontologique et tu le fais très bien. Non, il n'y a pas de Tu le fais très bien, c'est pour ça que tu es parti rapidement d'ailleurs. Très rapidement. Pas du tout. Enfin, bon, je ne suis pas le seul à être parti quand même. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de députés RN qui ont débarqué à 2 minutes avant le vote, peut-être aussi. Bah, bien sûr. Ça, c'est leur mobilisation, ça les regarde. Bien sûr. De Marianne Hainaut, TF1, pour le président, vous parlez de demi-doses utilisées et de changement de pratique agricole, mais l'acétamipride n'est pas utilisé en France puisqu'il est à ce stade interdit. Qu'en est-il? Une question présidentielle. Ah, d'accord. On a mentionné ce matin d'ailleurs qu'il y avait des pratiques qui étaient d'autres pays européens et que probablement le fait de considérer que la France n'est pas sur une île déserte, ça a des conséquences sur nos propres cultures, sur nos propres mesures qui peuvent être faites par des chercheurs dont je ne remets pas en cause la déontologie. Mais considérer que c'est la seule France qui est responsable de ces mesures, de ces traces, de ces résidus, à mon avis, c'est une erreur et ça n'est pas suffisamment mis en exergue dans la note. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est d'accord sur les préconisations qui vont dans le sens d'une harmonisation européenne. On ne demande rien d'autre que ça, que les pays membres se mettent d'accord. Une partie demande rien d'autre que ça. En tout cas, moi. Oui, ça j'ai bien compris. Je pense que tout le monde avait compris. Pardon, je reviens à d'autres questions en amont de l'AFP. C'est donc plutôt le volet sanitaire qu'environnemental de la note que M. Piednoir juge excessivement formulée. Je n'ai pas compris, pardon. Est-ce que c'est plutôt le volet sanitaire qu'environnemental que de la note que vous jugez excessivement formulée? Moi, je demande des chiffres, je demande des taux, des doses, des références dans la note pour qu'on puisse comparer, qu'on puisse dire c'est tant de nanogrammes par kilo de terre soulevée, par mètre cube d'air. Vous savez, on a en ce qui concerne le climat ou la pollution atmosphérique plus exactement, on a une unité. Les particules, les ppm, tout le monde s'accorde sur cette même unité.
dire que ça a été mesuré, dire qu'il y a des traces, c'est pas suffisant. Et à mon avis, c'est pas un travail scientifique suffisamment approfondi, suffisamment abouti pour qu'on puisse adopter cette note. Donc, c'est pas un sujet en particulier. Moi, je demande des éléments chiffrés. Autre question, vous dites que la note n'est pas repoussée. Avez-vous une idée du calendrier futur? La note pourra-t-elle être publiée avant l'examen de la proposition de loi du plan 2 et du projet de loi d'urgence agricole? Aucune objection de ce côté-là. C'est aux co-rapporteurs de s'organiser. En tout cas, je pense que s'il faut auditionner, si tant est qu'on décide de le faire, je pense que ça ne sera pas possible avant l'examen de la projet de loi d'urgence agricole. Au Sénat? Oui. Franchement. C'est quand? J'en sais rien, mais bon. Je pense que j'ai... Enfin, voilà. Une audition est quand même pas très compliquée à monter. Une seule audition, s'il faut rajouter des éléments chiffrés précis, plus une audition de l'EFSA, etc., comme le souhaite le président, c'est pas une audition qui suffira. Bah si les éléments sont dans les notes de bas de page, comme tu l'as dit, il n'y a aucune difficulté à aller chercher ces éléments, à les rajouter dans la note ou à rédiger comme ça. Enfin, c'est faire ça. Si les chiffres sont déjà dans les notes de bas de page, qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'elles soient juste remontées dans le corps du texte? Oui, et l'un des membres de l'Office l'a dit tout à l'heure. Il y a un décalage entre les préconisations. Franchement, enfin, tout le monde était d'accord sur les 4 préconisations. D'ailleurs, tu l'as dit. Je l'ai dit. Peut-être que si l'un des co-rapporteurs avait proposé l'interdiction au niveau européen de l'acétamipride, là, il y aurait eu dissensus. Bien sûr. Bon, c'est pas le cas. Les 4 préconisations, franchement, il faut consensus. C'est une harmonisation au niveau européen des pratiques, éventuellement des études d'ailleurs aussi, et des compensations pour les agriculteurs. Ça fait pas débat. En revanche, à l'intérieur de la note, il y a une description quasi apocalyptique. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un des membres ce matin. Quasi apocalyptique qui dit on va tous mourir dans l'heure, quoi. Enfin, et encore une fois, je voudrais qu'on relativise avec des éléments chiffrés, avec des éléments de comparaison. Qu'est-ce que c'est qu'une dose létale, sublétale? Même Dominique Voynet s'est posé la question ce matin en commission. Qu'est-ce que c'est qu'une dose sublétale? On n'a pas la réponse. C'est dans les notes. C'est dans les notes, probablement. Mais je ne dis pas le contraire. Simplement, le commun des mortels fait quoi? Il lit les... Ok, là, on a des journalistes peut-être spécialisés, mais le commun des mortels va lire les 4 notes, les 4 pages de la note, et pas les 14 pages de référence, encore une fois, qui sont des documents de recherche auxquels le grand public n'a pas accès la plupart du temps. Pas tous. Certains sont accessibles. Pour certains, pas du tout accessibles. Est-ce que c'est ça qu'on attend de l'Office pour éclairer la décision? Je ne crois pas. Vous voulez la rendre un peu plus accessible aux commun des mortels? Absolument. Je pense qu'avec des chiffres... Je ne dis pas qu'on en trouvera. Non, mais ils sont présents. Il n'y a pas de problème avec ça. Ils sont présents. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que si on est d'accord sur les recommandations, qu'il y a les notes chiffrées en bas de page, que finalement, ça ne soit pas adopté. Et que je rappelle, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure quand je dis le potentiel cancérigène de l'acétamipride est peu documenté. Je n'ai pas dit qu'il était catastrophique. Je n'ai pas dit qu'il était avéré. J'ai dit qu'il est peu documenté et j'ai fait état des références aussi bien ce matin qu'à l'instant de la connaissance en la matière sur l'effet cancérigène, même s'il y a sur d'autres catégories de population, sur les mammifères en général, des éléments qui sont plus avérés. Donc, je ne vois rien d'apocalyptique en la matière. Et que sur l'impact environnemental, il est vrai que je crois qu'il y a une espèce de consensus sur l'impact environnemental. De ce point de vue-là, il n'y a pas de... Et que de surcroît, quand on fait référence, encore une fois, à l'EFSA, parce que, ok, moi je veux bien l'EFSA, mais c'est l'EFSA elle-même qui a demandé de diviser par 5 le dosage. Donc c'est bien la preuve que... Ça me va. Oui, voilà. Le professeur Robert, qui est un professeur d'oncologie, a dit par exemple, il n'y a pas de causalité avérée, enfin je ne sais pas si vous avez le terme exact, de causalité sur le cancer de l'homme. Oui, moi, par exemple, je rajouterais bien à l'issue de cette phrase, en l'état actuel des connaissances scientifiques. C'est une affirmation à date. On n'est pas sûr que dans 5 ans, 10 ans, on ne puisse pas établir cette causalité. Enfin, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de lien. Peut-être qu'aujourd'hui, il l'a déclaré, hein, ça fait partie de lui, il a été auditionné. Cette formulation est reprise dans la note. Je trouve qu'aujourd'hui, même ça, ça demande à être objectivé. On a une autre question de Julien Dury, AFP. Merci M. Piedmont pour sa réponse. Si je peux me permettre, la note n'évoque pas que la question des traces. Elle cite des études pointant un potentiel neurotoxique préoccupant, des effets réprotoxiques de plus en plus documentés, des signaux évoquant une perturbation endocrinienne. Jugez-vous ces études biaisées ou, comme le suggère ma collègue, s'agit-il juste d'expliciter des notes en bas de page? Non, je ne dirais pas qu'elles sont biaisées. Que ce soit préoccupant, encore une fois, si on est membre de l'Office, c'est qu'on s'intéresse à des sujets scientifiques
qui, alors pour certains, sont plus légers, mais qui, d'emblée, nous préoccupent. Que ce soit préoccupant, c'est pas grave. Qu'on s'en préoccupe, c'est plutôt une bonne chose dans notre pays qu'on ait des offices scientifiques qui se préoccupent de sujets comme celui-là. En revanche, qu'on fasse un dossier à charge intégralement d'une version me semble pas acceptable dans un office bicaméral qui est censé représenter toutes les tendances politiques, tant de l'Assemblée nationale que du Sénat, et avec un minimum, et en essayant de ne pas importer les débats que l'on déplore dans d'autres assemblées. Et c'est bien pour ça qu'il y avait un rapporteur qui était socialiste et un rapporteur qui était Rassemblement national et que les deux ont réussi à tomber d'accord. C'est quand même, je pense qu'en termes de recherche de consensus sur un rapport de ce type-là, jusqu'aux recommandations, je crois que franchement, on peut difficilement faire mieux. Voilà. On fera mieux. Peut-être, peut-on savoir pourquoi vous n'aviez pas prévu initialement d'auditionner l'EFSA? Écoutez, la question ne s'est pas nécessairement posée. On avait de nombreuses références qui faisaient état des données qui étaient celles de l'État et on a auditionné effectivement de nombreuses institutions françaises, le CNRS, bien sûr l'INRAE, l'Ordre des médecins, on a auditionné un oncologue. Voilà, donc il y a eu 20 auditions qui ont été menées pour effectivement alimenter le débat sur et la rédaction de ce rapport. Très bien. Et donc, toujours de Marianne Heynaut, TF1, doit-on tirer une conclusion du caractère inédit du rejet de cette note? La précédente sous Villani n'a pas été rejetée. À l'aune du débat sur le PJL d'urgence agricole, ce n'est sûrement pas la première note avec des notes de bas de page. J'ai rarement vu 14 pages de notes, de références. Rarement. Franchement, je suis membre de l'Office depuis 2017. J'ai lu et parcouru des rapports, pas mal de rapports et pas mal de notes. Je n'ai pas souvenir d'avoir autant de références comme ça. Alors, c'est bien, hein, pour ceux qui ont la chance, l'occasion d'aller consulter l'intégralité de ces notes, tant mieux. Mais j'aurais préféré qu'il y ait une partie qui apparaisse quand même dans le dur de la note. À l'inverse, si on n'avait pas fait les références de bas de page, on nous aurait dit que ce n'est pas assez documenté. Je rappelle 80 études scientifiques qui ont été examinées sur les 14 pages. Je crois qu'il y a de mémoire 160 notes de bas de page dont il est fait référence, auquel il est fait référence. Et donc, ça fait effectivement peut-être 14 pages dans le descriptif de ces notes de bas de page. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, je vous remercie. Je remercie malgré tout le président Piednoir d'être venu parmi nous. Ça a donné un peu de piment à tout cela. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci.